Bonsoir, c'est Ramstar. Si tu connais pas, tu connais rien. Wait, before we start, for my English speaker, you're going to find subtitles in English. So please watch the video till the end. Follow for more, of course. And if you enjoy the work, hit the like button. Let's go. De 1945 au crypto. Nous entamons notre voyage, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'ère du numérique, l'ère des crypto-monnaies. Le but, c'est de comprendre comment est-ce que la finance est devenue un vecteur crucial de ce monde. Dans cette première vidéo, nous plongeons dans les racines du monde que l'on connaît actuellement, des différentes organisations, alliances qui ont pu avoir entre différents pays. C'est en connaissant son passé qu'on peut prévoir son futur. Avant tout, on va remettre un peu le contexte de pourquoi une seconde guerre mondiale. On me l'a déjà dit, mais une fois, c'est une erreur. Une deuxième fois, c'est un choix. Donc, le but, c'est de vraiment comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à cette seconde guerre mondiale. Donc, pour savoir, la première guerre mondiale s'est finie donc en 1919 avec donc la signature du traité de Versailles. Ce fameux traité de Versailles a imposé des sanctions très très lourdes à l'Allemagne. Notamment, elle devait rembourser ses dettes. Ce traité impose notamment aussi des réparations économiques envers les pays victorieux. Cette période est caractérisée comme une misère économique en Allemagne. Pour vous donner une idée, on avait ce qu'on appelait de l'hyperinflation. Donc la monnaie de l'époque, après 1919, était le Deutsche Mark. Et après donc justement la défaite de la Première Guerre mondiale et les sanctions imposées par le traité de Versailles, en fait l'hyperinflation était concrètement que les banques allemandes devaient imprimer énormément de billets pour pouvoir justement lancer l'économie, rembourser leurs dettes et notamment pouvoir se reconstruire. Et donc, la valeur de la monnaie, la valeur du mark, perdait de fil en fil des jours. Et concrètement, pour vous donner un exemple, pour acheter du pain, la chose la plus basique, la farine, de l'eau, il fallait des millions, voire des milliards de barques de Deutsche Mark pour pouvoir simplement acheter une baguette de pain. Les personnes à l'époque, même je crois en 1923, préféraient jeter les billets directement dans le feu pour pouvoir se réchauffer que pouvoir acheter des choses basique. Cette situation économique désastreuse, notamment à cause du traité de Versailles, mais aussi une certaine envie de revanche et de haine, a fait en fait grandir un certain parti en Allemagne, donc le national-socialisme, qui sera appelé plus tard le nazisme. Et en fait, si je vous parle aussi de l'après-traité de Versailles, donc fin de Seconde Guerre mondiale, on a une organisation qui voit le jour. Cette organisation s'appelle la Société des Nations. La Société des Nations, donc avait son siège en Suisse, Genève, pays donc neutre, en fait avait pour objectif de fournir un forum où les pays pouvaient justement discuter, résoudre des conflits par le dialogue. Mais la réalité des choses était que la Société des Nations, qui était notamment un peu chuchotée à l'oreille par les Américains, en fait a rencontré pas mal de défis. Et le plus gros défi, c'était donc notamment l'absence de certains pays, donc comme les États-Unis, malgré le fait que c'est eux qui ont eu l'idée de mettre une organisation pareille en place, ils n'ont jamais adhéré. Et aussi, donc, on a eu quand même l'URSS qui est venu, qui est parti, donc qui a pas vraiment eu un impact sur la Société des Nations. Et il faut savoir que la Société des Nations n'avait pas de force militaire. Donc concrètement, pour eux, pour résoudre les conflits et les problèmes, pour les empêcher, il fallait juste que les pays entre eux décident d'être d'accord, de pouvoir dialoguer, de pouvoir avoir des terrains d'entente. Mais du coup, c'est en 1946 que la Société des Nations est dissoute et elle sera remplacée plus tard par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On en reparlera. Avec la montée donc, du parti national-socialisme mené par Adolf Hitler, lui a permis donc de prendre le pouvoir en 1933. Et c'est qu'en 1939 que Adolf Hitler a décidé d'envahir la Pologne, ce qui en fait va amener donc la France et les Royaumes-Unis à déclarer la guerre à l'Allemagne. Entre-temps, l'Allemagne signe un pacte, donc le pacte Molotov-Ribbentrop, qui concrètement dit que l'URSS n'allait pas attaquer l'Allemagne, ce qui va permettre à l'Allemagne de se consacrer sur d'autres fronts, mais aussi, si l'Allemagne était victorieuse, pouvait donc répartir un peu l'Europe avec l'URSS. Ils allaient manger leur part du gâteau, ce qui était bon signe pour l'URSS. Et bien sûr, je ne peux pas négliger de parler d'une alliance, notamment entre
des États qui ont eu un impact majeur sur cette Seconde Guerre mondiale, c'était donc l'Alliance de l'Axe, qui était composée donc de l'Allemagne nazie, avec Adolf Hitler, de notamment l'Italie, donc avec Benito Mussolini, et bien sûr du Japon, avec l'empereur Hirohito. Et par rapport en fait au Japon, donc c'est que en 41 que le Japon donc décide de rentrer dans cette alliance et surtout en fait d'attaquer la base navale donc à Hawaï, Pearl Harbor. Après voilà, c'est en 41, je répète, la guerre a commencé en 39 et en 41 suite à l'attaque de Pearl Harbor que là les États-Unis décident de rentrer dans ces conflits, de rentrer dans cette guerre et c'est à ce moment-là que ce conflit sera appelé la Seconde Guerre mondiale. Pour la suite, je vous laisse retourner dans vos livres d'histoire, hein, bien sûr, de voir qu'est-ce qui s'est passé après l'entrée en guerre des États-Unis. Mais bon, concrètement, on le sait tous, les Alliés ont gagné, donc la guerre se finit en 1945. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet concernant les organisations et les alliances qui ont vu le jour après 1945. J'en ai parlé un peu plus tôt, donc la première organisation va être en fait les Nations Unies. Donc fondée en 1945, donc les Nations Unies en fait succèdent à donc justement la Société des Nations. Il faut savoir que les Nations Unies sont composées notamment d'un Conseil de sécurité où donc bien sûr dans les Nations Unies il y a 180 pays membres et dans le Conseil de sécurité il n'y a que 15 pays membres. Par rapport à ça, ce qui est important de savoir c'est que sur les 15 pays membres en fait ils tournent tous les 2 ans, sauf 5 pays. En fait, ces 5 pays ont leur place permanente donc dans le Conseil de sécurité. Les 5 pays sont la Russie, la Chine, les États-Unis, la France et les Royaumes-Unis. Et là, je crois bien que cette année, n'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires, l'Union africaine a en fait sa place maintenant permanente dans le Conseil de sécurité. Les Nations Unies, l'ONU, en fait, a 3 missions principales, qui va être donc de maintenir la paix et au niveau de la sécurité. Deuxième mission, promouvoir le développement durable et la coopération économique pour les 193 pays membres. Troisième mission de l'ONU, la défense de l'homme et du citoyen, mais bien sûr la défense des libertés fondamentales à chacun. Bien sûr, malgré le fait que pas mal de personnes peuvent critiquer l'ONU, l'ONU quand même a mis pas mal de choses en place, notamment pour tout ce qui va être au niveau humanitaire, dans des zones à conflit. Et bien sûr, aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que l'impact que l'ONU a, c'est de simplifier la médiation internationale. Pour la suite, en 1949, on a la création de l'alliance militaire, avec le plus gros impact dans le monde actuel. C'est bien sûr, je parle du traité de l'OTAN, North Atlantic. Concrètement, il faut savoir qu'il a été mis en place par 12 pays et c'était dans un conflit entre donc les États-Unis et l'URSS. Parmi les 12 pays fondateurs du traité de l'OTAN, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des petits pays, on va dire, et face à la montée de la puissance soviétique, devaient trouver en fait une manière de pouvoir se protéger à tout ça. Et c'est pour ça que, notamment, dans le traité de l'OTAN, on a l'article 5 qui stipule qu'une attaque envers l'un, c'est une attaque envers tous. Bien sûr, dans ce contexte où il y a un conflit en mode « je vais être le premier, c'est moi le plus fort » entre les États-Unis d'un côté et donc l'URSS de l'autre côté, et on sort surtout d'un contexte de Seconde Guerre mondiale, hein, la bombe nucléaire a été utilisée, les pays savent comment faire produire la bombe nucléaire, on n'avait pas redéclenché une troisième guerre mondiale. Surtout que là, elle serait une guerre atomique. Waouh, fin de l'humanité. Donc concrètement, on arrive dans cette période de guerre froide. Pour en savoir plus, retourne dans ton livre d'histoire. Mais la bombe nucléaire n'était pas envisageable. Le traité de l'OTAN, pour le simplifier, a été fondé donc avec ses 12 pays initiaux. Vous voulez en fait avoir une protection face à l'URSS. Et grâce à cet article, en fait, les États-Unis avaient une certaine sécurité pour pouvoir donc justement attaquer l'URSS, bien sûr, si eux décident un peu de s'élargir au niveau du territoire. Donc ça a duré pendant de nombreuses années, jusqu'à la fin, justement, donc, de l'URSS en 1991. Donc là, en fait, en 2024, récemment, donc on a eu la Suède qui a intégré donc l'OTAN et qui devient en fait le 32e membre de l'OTAN. Ce qui est quand même dingue. Surtout que la Suède a été connue pour un pays neutre qui n'a pas connu de conflit sur son territoire depuis à peu près 200 ans. Waouh.
Toujours en 49, donc on a la création donc, du Conseil d'Europe, à savoir qu'en fait le Conseil d'Europe est composé de 46 pays, et en fait ce sont tous les pays européens. Notamment le Conseil d'Europe est connu notamment pour défendre les droits de l'homme, mais notamment et surtout la démocratie sur le continent européen. En 48, on a l'Organisation des États américains, l'OEA, qui en fait est l'organisation de tous les États d'Amérique. À savoir que en 62, c'est à la demande donc du président américain de l'époque, le Cuba, donc qui est un pays d'Amérique, en fait a été retiré de cette organisation, suite notamment à ce fameux conflit de guerre froide, États-Unis face à l'URSS, capitalisme face aux communistes, pour résumer et simplifier les choses. Mais après, il faut rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc toujours en 48, on a la création de l'OEC, qui en fait a été administrée suite à ce dialogue, en fait, mettre en place le fameux plan Marshall. On reparlera de ce fameux plan. Et en fait, c'est en 61, l'OECE laissait place l'OCDE, Organisation Coopération et de développement économique. La grande différence, ça a été que en fait, les membres ne sont plus européens. Donc l'OCDE, bien qu'elle commence en tant qu'organisation européenne, actuellement elle comporte 38 pays membres, incluant du coup des économies beaucoup plus avancées d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe forcément, d'autres régions un peu du monde. Et surtout, elle est un peu critiquée, cette organisation, parce que c'est un peu vu comme l'organisation des pays riches. Et bien sûr, pour y faire partie membre, il faut être un VIP. Mais bien sûr, les choses ont changé. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner. En 67, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est qui a vu le jour. Donc l'ACEAN, qui est composée en fait de 10 pays membres. Et il faut savoir que c'est quand même 650 millions de personnes. Et ça représente la 5e plus grande économie mondiale, ce qui n'est pas rien. En 69, on a l'OCI, donc l'Organisation de coopération islamique, qui est en fait composée de 57 pays membres. Son but, notamment, est de stimuler donc, le développement économique dans les pays membres, mais aussi pour réduire la pauvreté dans le monde musulman. En 1989, on a la création de l'APEC, donc la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Groupe en fait 21 pays membres, donc de la région Asie-Pacifique. En chiffres, ça représente 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial. L'Union européenne est un peu particulière. En fait, c'est une union politique et économique unique dans son genre. Elle a été créée en fait en 1993, donc avec le traité de Maastricht. Mais il faut savoir que donc, la communauté européenne du charbon et de l'acier et la CEE, donc la communauté économique européenne, qui ont simplement fusionné. À savoir que ces deux CECA et la CEE étaient composés des mêmes pays, ce qui est dingue. Juste la création n'est pas la même. CECA, c'est en 51 et la CEE était en 57. Et en fait, donc en 93, donc ces 6 pays ont décidé donc de se rassembler, de mettre en place le traité de Maastricht et d'intégrer en fait 6 autres pays. Et donc là, on a la création de l'Union européenne, de ses 12 membres fondateurs. Et actuellement, l'Union européenne est composée de 27 pays membres, peut-être 28, hein, avec notamment, peut-être, qui sait, l'Ukraine, parce que voilà, petite parenthèse là-dessus, mais l'Ukraine, en fait, a fait une demande d'adhésion à l'Union européenne en février 2022. Et elle s'est vue donc candidate à l'intégration de l'Union européenne. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va intégrer l'Union européenne? N'hésitez pas à mettre dans le commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, est-ce que l'Ukraine devrait intégrer l'Union européenne? 1975, la création du G7, le groupe des 7. En fait, ce qu'il faut savoir avec le G7, c'était donc, elle a été créée suite à une crise pétrolière. Ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les 7 pays, donc, qui sont à l'origine de la création du G7, étaient en fait les pays les plus développés en matière d'industrialisation. Concrètement, c'est une des premières fois qu'on voit donc une alliance politique qui a été créée et qui a intervenu suite à une crise, on va dire, financière. Parce que dans les années 1970, on a eu donc la crise pétrolière qui a eu lieu, et c'est pour ça qu'on en parlera vraiment beaucoup plus dans le détail dans la seconde vidéo. Et l'évolution, en fait, par rapport à ça, c'est que
dans les années 1990-2000, en fait, le monde a pris un changement, une tournure assez particulier. Donc le G7 s'est vu donc ouvrir ses membres et donc ça nous emmène en 1999, la création du G20, qui regroupe en fait les ministres de Finances, des gouverneurs de banques centrales, 19 pays de l'Union européenne. Et en fait, ce forum, donc le G20, s'est vu donc assez efficace concrètement suite à la crise qu'on a eu, le crash boursier en 2008. Et en fait, suite à ce crash, justement, ce fameux crash de 2008, le G20 s'est vu step up. Et là, maintenant, on va plus parler de ministres, mais ça s'est étendu au niveau des présidents, donc des pays membres du G20. Sur un contexte un peu plus actuel, c'est qu'en fait, en 2023, à leur dernier sommet, donc en Inde, à la demande du président indien, on a intégré l'Union africaine dans le G20. Et la transition est géniale, car donc en 2001, on a la création de l'Union africaine. L'Union africaine s'est vu en fait successeur de l'Organisation de l'Unité africaine, donc l'OUA, a été créée en 1963. Suite à une grande vague d'indépendance de pays africains, des grands hommes dans l'histoire ont notamment donc poussé cette vague d'indépendance. Je peux vous en citer un, Kwame Nkrumah au Ghana, Thomas Sankara au Burkina Faso, Nelson Mandela en Afrique du Sud. Bref, on avait des vrais leaders du peuple qui se sont battus pour l'indépendance et la souveraineté de leur pays. Donc l'OUA avait en fait pour objectif concrètement de lutter contre le colonialisme et surtout d'aider les pays africains à sortir un peu de cette pauvreté. Pour cela, en coordonnant donc la coopération des pays membres pour justement le développement de leur économie et de leur... Donc l'OUA a été dissoute en 2002, mais c'est justement pour laisser place à l'Union africaine qui avait donc justement une organisation, une structure beaucoup plus claire, beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Et pour finir, on a donc les BRICS. Les BRICS, s'il faut savoir, a été fondé de manière non officielle en 2006. C'était suite en fait à une réunion donc, du président brésilien, russe, indien et chinois. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces pays-là, que je viens de vous citer, ce ne sont pas des pays développés, à proprement parler, de manière économique, mais des pays émergents, qui étaient en voie de développement. Et c'est qu'en 2010, que donc l'Afrique du Sud rejoint cette alliance. Donc c'est passé de BRIC, B-R-I-C, au BRICS, donc B-R-I-C-S, qui a justement permis d'avoir un champ de possibilités beaucoup plus large pour eux. Et là, si je vous en parle maintenant, c'est qu'en fait, à leur dernier sommet, donc qui était en 2023, le président de la Russie, Poutine, a simplement dit « La dédollarisation est inévitable ». La dédollarisation, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? On en reparlera. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que suite à leur dernier sommet, en fait, à partir du 1er janvier 2024, il y a eu 6 nouveaux pays qui ont intégré les BRICS. L'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Iran. On devait avoir aussi l'Argentine, mais suite aux élections donc en Argentine et du président Javier Milei, donc l'Argentine a décidé de ne pas intégrer les BRICS pour l'instant. Et donc avec l'adhésion de ces 6 nouveaux pays membres, quelques chiffres quand même pour vous, waouh, pour l'importance et le truc de dingue quand même ce qui se passe, c'est que c'est quand même 45% de la population mondiale, avec 3,7 milliards d'habitants. Ce qui est waouh. En 2023, les biens et services que les BRICS ont produits vont jusqu'à 29,3 milliards de dollars en une seule année. Et ça, c'était sans l'adhésion des nouveaux pays. Et bien sûr, c'est un sujet assez controversé dans le sens, est-ce que justement on va avoir un changement radical dans le monde? Est-ce qu'une nouvelle monnaie va arriver? Voilà, comment ça se passe? Avant de rentrer trop dans le détail, on va en parler rapidement dans la prochaine vidéo, mais il faut savoir que à leur dernier sommet, donc il y a eu l'adhésion de ces 6 nouveaux pays membres, mais chaque pays en fait va défendre ses propres intérêts. Une phrase que j'ai lue, et je pense qu'il n'y a pas que lui qui l'a dit, mais le général de Gaulle a dit qu'un pays n'a pas d'amis. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes parlent justement d'une nouvelle monnaie, le changement vis-à-vis de dollar, les États-Unis, c'est fini. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que pour l'instauration d'une nouvelle monnaie, ça prendra peut-être des années avant que ça se passe. Car il y a une institution à créer, il y a pas mal de choses à faire.
même au niveau de réglementation, waouh, mais ça ne veut pas dire que ça ne va jamais arriver. Et donc pour ça, affaire à suivre. Pour conclure, on a pu voir donc les différentes organisations, alliances, notamment créées après 45, parfois un peu le contexte. On n'est pas rentré dans le détail pour tout, mais bien sûr pour moi le but ça va être aussi de vous amener sur le côté financier des choses. Et ça on le verra dans la deuxième vidéo. On va pouvoir parler notamment de pétrodollar, donc la crise pétrolière dont je vous parlais un peu plus tôt, notamment peut-être un pétro-yuan, et aussi qu'est-ce que c'est qu'une monnaie de compte, une monnaie de réserve. On va aussi parler un peu de Bitcoin. Bref, pour conclure, 2024 va être une année complètement folle. Après donc le Covid qui était il y a quand même 4 ans, le monde prend une direction assez étonnante, avec notamment des guerres qui ont vu le jour, Ukraine, Russie, mais aussi des conflits, Israël-Palestine. Et là, petite parenthèse quand même, j'emploie le terme conflit, car ce qui est important de savoir, c'est que, comme j'ai cité un peu plus tôt, l'ONU est composée de 193 pays. Et en fait, il n'y a que 138 pays qui ont reconnu la Palestine comme un État. Donc ça veut dire qu'il y a 58 pays qui n'ont pas reconnu la Palestine comme un État. Bon, pas trop faire mon collabo, mais on va dire des noms. Ici, on parle français. Les États-Unis, la France, le Canada n'ont pas reconnu la Palestine comme un État. Donc une solution à 2 États, c'est pour ça qu'on emploie le terme conflit et pas une guerre. Les élections européennes qui vont arriver en juin, n'hésitez pas à les voter, c'est super important. Mais surtout, on va avoir la chose la plus importante de cette année, les élections américaines. Trump vs Biden qui se passe en novembre. Bref, il se passe énormément de choses dans l'actualité politique, dans l'actualité mondiale, dans l'actualité financière. Analysons ça ensemble, regardons quelle direction le monde va prendre. Merci pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Moi, de l'amour, n'hésitez pas à liker, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Toujours, si on peut s'améliorer, ça fait plaisir. Et on se revoit donc pour la prochaine vidéo. C'était Ramstar. Si tu connais pas, maintenant tu connais. Bye.